sunshine in the day. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de la chaîne d'Émaille et moi. Je suis Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour venir papoter laine et papoter tricot avec vous. Donc aujourd'hui ce sera l'épisode numéro 80, tout rond. et j'ai pas mal de choses à vous montrer, pas mal d'expériences que j'ai réalisées cette semaine et que je voulais partager avec vous. Pas mal de choses un petit peu inhabituelles et j'espère que ça vous plaira. Enfin, je suis sûre que ça vous plaira puisqu'on parlera laine et on parlera tricot. Donc forcément, ça va vous plaire. Alors, si jamais vous arrivez ici pour la première fois, donc moi je suis Christelle, je l'ai déjà dit, vous me retrouvez ici sur YouTube avec des vidéos qui reviennent. Alors, j'essaie d'être extrêmement régulière, minimum une fois par semaine, et puis de temps en temps vous avez d'autres types de vidéos, tutos, expériences, tout ce qui me passe par la tête, vlog et tout ça, mais généralement le dimanche on est plutôt sur un format de podcast. Donc podcast, je m'assois en face de vous et on papote laine, tricot, patron, acquisition, ouvrage terminé ou en cours, et donc ce sera un peu le programme de cette semaine avec quelques petites fioritures, vous verrez. J'espère que, encore une fois, j'espère que ça vous plaira. Si vous me cherchez ailleurs que sur YouTube, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je vous prépare quelques petites surprises. Donc c'est pas encore sorti, mais sachez qu'il y a pas mal de surprises qui arrivent dans les prochains temps, pas mal de renouveau. J'y ai beaucoup réfléchi et donc maintenant je sais exactement. Maintenant il faut juste que je trouve le temps de le faire. Et puis vous pouvez aussi me retrouver sur Ravelry où je consigne mes ouvrages, mes avancées et je publie aussi mes propres patrons. Voilà. Alors aujourd'hui je vous accueille avec deux ouvrages faits main sur moi que je porte. Le premier étant un t-shirt, un t-shirt tout simplement en coton avec un col V que j'ai réalisé selon un patron de Jali, la marque Jali, et je crois que c'est le numéro 2805. C'est un patron qui propose des t-shirts en manche courte, manche 3/4, manche longue, et là j'ai fait la version manche courte avec un coton dont je me souviens plus d'où est-ce que je l'avais acheté. Et le deuxième ouvrage, c'est un objet tricoté. C'est un ouvrage que j'ai réalisé selon un patron de Émilie Louis. Le patron s'appelle Rendez-vous. C'est un gilet un peu oversize avec des boutons sur le devant, qui est vraiment très oversize en fait pour moi. Mais c'est un peu mon gilet doudou, et comme il fait hyper froid en ce moment, alors qu'on avait 30 degrés la semaine dernière, ben cette semaine on a 2. Il a neigé hier d'ailleurs. Le temps est fou. On est fin avril, il a neigé, c'est complètement incroyable. Du coup, ben, j'ai ressorti mes gros gilets doudou et celui-ci ne fait pas exception à la règle. Il est bien oversize pour que j'ai la place à l'intérieur. Et je l'ai réalisé avec un fil de fingering de chez Maison Corlaine dans le coloris Hortense, si je me souviens bien, et je l'avais doublé avec un kit mohair silk de chez Eline Hélène. Et alors le mohair de chez Eline Hélène, je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment très doux, il me pique pas du tout, et je pense que de tous les mohairs que j'ai testés jusqu'à présent, puisque je pense que c'est le plus doux de tous. De tout ce que j'ai testé, c'est celui vraiment où je me love dedans et j'adore. Donc voilà, et le coloris je me souviens plus. Et sur le gilet, j'ai des boutons qui viennent de chez Camelire, des boutons artisanaux avec des motifs de feuillage que j'aime beaucoup. Alors, je prends mes notes comme d'habitude, vous avez l'habitude, hein. Aujourd'hui on va parler d'ouvrages en cours. Je ne vais pas vous montrer d'ouvrages terminés cette semaine, je vous les montrerai, du coup il y en aura plusieurs la semaine prochaine, mais ils sont ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas terminés, ça veut dire tout simplement qu'ils sont au blocage et que du coup je ne les touche pas pour éviter de les déformer parce que ce sont quand même des grosses pièces. Par contre cette semaine donc on parlera de plusieurs en cours, on parlera d'expérimentation. Et d'expérimentation suite à 2 acquisitions. Et je pense que je ne vais pas vous en dire plus dans l'introduction, je vais vous laisser découvrir au fur et à mesure de l'avancée. Je pense que ça fera... voilà, je vais vous le mettre quelque part au milieu de l'épisode, vous verrez. C'est 2 expérimentations différentes, mais dans les 2 cas, je me suis éclatée.
Allez, on démarre et je pense qu'on va démarrer avec un pull puisque je voudrais vous parler d'un ouvrage en cours. Alors cet ouvrage en cours, c'est un pull que je réalise dans le cadre de ma boîte de cadeaux de Noël que je prépare pour les membres de ma famille. Alors oui, on est en avril, oui, je m'y prends un peu tôt, mais oui, j'aime bien gâter mes proches et donc forcément j'ai beaucoup de cadeaux à réaliser et j'ai pas envie d'être en stress à la fin de l'année et de me dire oh là là, je dois faire absolument ça. J'ai envie que ça reste un plaisir et donc forcément je l'étale sur l'année. Et on parlera à plusieurs reprises là, de cadeaux dans cet épisode. Alors, ce pull, il s'appelle Little Fox de Alice Gerfaud, qui est un patron disponible en français sur Ravelry, qui comporte 3 grilles de jacquard. Donc dans les 3 versions de pull que vous pouvez réaliser avec ce patron, vous avez des petits renards, vous avez des abeilles et vous avez un pull au motif de Noël avec des petits rennes sur la partie du yoke. Donc la partie du yoke, c'est la partie en haut, au niveau de voilà, la partie haute du pull. Donc moi c'est un pull que je réalise pour un bébé à venir dans mon entourage qui arrivera là pendant la belle saison. Et donc du coup j'ai choisi de réaliser ce petit pull en taille 1 an pour être sûre. Voilà, pour être sûre, comme ça la maman pourra le mettre, on va dire, à partir de la période où il fait pas beau, mais le pull sera peut-être un peu grand, mais c'est pas grave, elle retournera les manches au niveau des poignets, et elle pourra le mettre pendant toute la période d'hiver sans avoir le risque d'avoir un pull qui soit trop petit. Donc je trouvais que c'était bien. Pour un cadeau de naissance, un pull en 1 an, c'est très bien. Alors c'est un pull que moi j'ai décidé de réaliser dans des coloris tout doux pour en faire une version un peu pastel. J'ai vu beaucoup de très jolis coloris, beaucoup de jolies réalisations chez Alice, chez Céline de la chaîne See You Later, Madame Bibiche pour ceux qui ne connaissent pas, à qui je fais des gros bisous. On en retrouve aussi sur la chaîne de Lycentre ou sur la chaîne de Lucie, 3615 Kumquat. Là encore, je vous fais des bisous. Je ne vais pas faire des bisous à chaque fois, mais si je vous cite, c'est que je vous apprécie. Donc, vous retrouvez ce pull à plusieurs endroits, dans plusieurs podcasts. Et c'est vrai qu'il m'a tapé dans l'œil quand il était sorti. Et je voulais réaliser ma petite version à moi pour un bébé à naître. Donc, j'ai choisi une couleur de... Où est-ce que j'ai mis mon étiquette? Là. Christelle, organisée comme d'habitude. Donc j'ai choisi de tricoter ce pull dans une base de chez Katia, un fil que j'aime beaucoup d'ailleurs de chez Katia qui s'appelle Merino Baby, qui est une base sport. Elle fait 165 mètres au 50 grammes, donc ça tombait bien pour le pull, c'était ce qu'il me fallait. Je le tricote, il faut que je vérifie. Je le tricote en 3,25, donc 2,75 pour les côtes et 3,25 pour le corps. Et la couleur d'origine, vous avez besoin de plusieurs couleurs. Moi j'ai choisi de le faire en 3 couleurs. Donc j'ai choisi un vert sauge, un très joli coloris, très doux, qui est totalement neutre, fille-garçon. Donc ça c'est cool. Ce coloris, il s'appelle numéro 97. Et ici on est sur une base qui est composée de 100% de laine vierge. Donc 100% laine. C'est une base qui est très douce et donc pour les bébés c'est parfait. Ici on est sur de la teinture industrielle, on est sur du superwash et donc forcément ça pourra passer en machine, donc pour la maman c'est parfait. Je fais hyper attention à ça pour les bébés parce que les mamans elles n'ont pas forcément envie de venir nettoyer à la main, surtout quand elles ne sont pas tricoteuses. Et là en l'occurrence cet ouvrage là il est destiné à une personne de mon entourage mais qui n'est pas tricoteuse et donc il faut que ça puisse passer à la machine. Deuxième coloris, il me fallait un contrastant et donc là je suis partie sur cette couleur là qui est un espèce de gris taupe. Le coloris s'appelle 95, donc on a ces 2 coloris là. Et le troisième je suis partie sur une base albertine, ça y est j'ai le nom par rapport à la semaine dernière, une base albertine de Dererum Natura. Donc c'était un neutre que j'ai rajouté, un neutre, c'est un grège, pas un grège,
un beige légèrement rosé. Et donc il vient adoucir l'ensemble de ces 3 couleurs. Donc on est vraiment sur quelque chose d'un peu doux. Un petit peu de contraste. Alors normalement, dans le modèle d'Alice, elle met du noir. Moi, je voulais quelque chose de plus doux. C'est pour ça que je suis partie sur du gris. Et donc là, Christelle, finis ta phrase. Base Albertine. Albertine. Alors là, on n'est pas sur du non superwash, mais moi, je l'ai déjà passé en machine, la base Albertine, et ça passe très bien. Ici, on est sur le base Albertine. Donc, Albertine, c'est 90% mérino d'Arles, 10% de soie. Donc, c'est une base que j'aime beaucoup, qui bouloche pas et qui se comporte très bien à l'usage. Donc, je l'aime énormément. C'est une épaisseur fingering, mais celle-ci, je vous ai dit que c'était une sport, mais par contre, elle se tricote vraiment comme une fingering. Je l'aime bien, la base Katia. Pourquoi? Parce qu'elle a une définition de point qui est vraiment... Et vous allez voir, j'ai parfois l'impression d'avoir tricoté à la machine. Tellement c'est beau. Alors, sauf mon jacquard qui est encore tout froissé, mais ça se lissera au blocage. Donc, je vous montre, la semaine dernière, j'avais tout juste démarré le col. Entre-temps, vous allez être fiers de moi, j'ai réalisé le yoke. Alors, qui est un petit peu froissé ici pour l'instant, parce qu'il faut que je le bloque, hein, mais quand ce sera bloqué, ce sera très joli. Le yoke, et puis après j'ai déroulé le corps, j'ai fini le corps. Donc voilà mon petit pull de cette semaine, j'adore, trop beau. Et donc j'ai démarré la première manche. D'ailleurs, certaines d'entre vous m'ont demandé un tutoriel pour faire le relevage des manches correctement et ne pas avoir de trous. Donc vous voyez, alors ici vous voyez qu'il y a des mailles qui sont tendues, c'est normal parce qu'à l'intérieur j'ai des fils qui sont en attente. Donc, hop. Donc une fois que ce sera fait, je vous montrerai comment faire le relevage de mailles. Je vous ferai un tutoriel pour faire le relevage de mailles et aussi pour retendre et rééquilibrer les mailles qui sont distendues suite au relevage. Parce que quand vous avez un trou ici, c'est pas forcément un trou. Ça peut tout simplement être une maille qui est plus tirée et qui génère une impression de trou. Et dans ce cas-là, il suffit de rééquilibrer vos fils. Et pour ça, en fait, vous venez récupérer les mailles suivantes en les tirant légèrement et en répartissant l'excédent de fil que vous avez sur cette première maille qui est tirée. Et en fait, ça vous lisse l'ensemble et vous n'avez plus de trous comme vous pourriez avoir. Vous voyez, là, il n'y a pas de trou du tout. De trous ou de mailles distendues. Donc par contre, vous voyez, je suis en train d'appliquer une technique de Magic Loop. J'aime pas ça, hein. Mais là, clairement, j'ai essayé de passer en mini circulaire et ben ça passait pas. Donc j'ai pas suffisamment de mailles sur mes aiguilles, donc là je fais du Magic Loop en petit câble, pas trop grand non plus. J'aurais pu choisir un tout petit peu plus grand parce que clairement ça aurait nécessité un petit peu plus de câbles. Je dis pas que je vais pas le faire au fur et à mesure, mais voilà. J'ai monté la manche, maintenant il faut que je tricote la première manche, la deuxième manche, puis il partira au blocage. Et ensuite, quand il sera bloqué, eh ben, il partira dans ma boîte de cadeaux de Noël. Parce que oui, j'ai une boîte de cadeaux de Noël. Donc je les tricote, je les mets dedans. Puis de temps en temps, j'ouvre et je me dis oh, il faut encore que je fasse ça, il faut encore que je fasse ça, il faut encore que je fasse ça. Et puis après, ça m'inquiète. Mais en commençant au mois d'avril, je devrais être bon. Je devrais être pas mal, là. D'autant plus qu'on a dans le... Une fois que ce bébé sera né, dans l'entourage, on aura 3 enfants, 3 petits. Et j'aimerais bien, je ne sais pas si j'y arriverai, leur faire à chacun d'entre eux un petit pull de Noël pour qu'à Noël, ils puissent porter les 3 versions, là, les 3 petits microbes, là, d'avoir chacun leur petit pull de Noël tricoté main. J'aimerais trop, mais je ne sais pas si j'y arriverai, donc on verra, on verra. Donc voilà pour le premier ouvrage en cours. J'espère pouvoir terminer ces 2 manches-là cette semaine. Ce serait peut-être l'objectif de la semaine pour pouvoir vous le montrer complètement terminé la semaine prochaine. Ou alors la semaine d'après, on verra. Pas de pression, juste du plaisir et du bonheur. Donc voilà pour le premier ouvrage dont je voulais vous parler cette semaine. Et bien maintenant, je vais vous emmener dans une acquisition avec une expérimentation laineuse. A tout de suite. Alors, parlons acquisition, la première qui est arrivée dans mon... Alors, c'est pas mon stash, mais dans ma bibliothèque, cette fois-ci, puisqu'il s'agit d'un livre que je me suis offert. Vous allez voir que je me suis offert pas mal de choses cette semaine. Je me suis auto-offert un livre sur la teinture de laine pour
m'aider dans le processus de connaissance, enfin, ou dans les connaissances des techniques de teinture. Alors, vous le savez pas forcément, parce que j'en ai pas forcément beaucoup parlé sur cette chaîne, mais je fais beaucoup d'expérimentations sur des différents types de teintures pour améliorer, on va dire, mes connaissances dans ce domaine-là. Donc je vous montre d'abord le livre et puis après je vous parle des petites expérimentations que j'ai fait cette semaine. Alors le livre s'appelle, alors c'est un livre en anglais cette fois-ci, j'ai déjà un premier livre de teinture que j'avais acheté chez Lily Neige dont je vous avais déjà parlé lors des précédents épisodes, mais cette fois-ci j'ai acheté un livre de Gail Callahan qui s'appelle Hand-Dyed Yarn and Fleece. C'est un livre que j'ai trouvé aux États-Unis, que j'ai fait venir et dans lequel on retrouve, on va dire, toutes les différentes techniques. C'est un livre qui est complémentaire par rapport à celui que j'ai déjà. Et on y retrouve toutes les différentes techniques de cuisson, de teinture, les informations concernant les composants utilisés, les différentes techniques pour obtenir des laines variées, des laines dégradées, des laines autorayants, et tout ça. Et tout ça pour mon plus grand bonheur, pour pouvoir continuer mes expérimentations de teinture. Donc j'aime beaucoup ce livre parce que il est, alors je vais pas vous montrer ce qui est écrit dedans parce que c'est à l'intérieur, il est broché, mais à l'intérieur il a un système d'anneaux comme les classeurs et donc c'est vraiment pratique. La qualité est très belle, j'ai pas encore tout lu. Mais clairement ça donne beaucoup d'indications sur les méthodes de teinture. Alors ça va pas régler, ou du moins ça va pas vous aider à savoir comment on assortit les couleurs, comment faire ci ou comment faire ça, mais moi ça me permet, vous savez que j'ai un esprit assez créatif, voilà, qui parfois part dans tous les sens, mais ça me permet de mettre une technique derrière un univers que je souhaite recréer sur les écheveaux que je teins. Et donc voilà, ça c'est la première chose. Donc ça, un nouveau livre que j'ai dans ma bibliothèque et que je vais prendre grand plaisir à lire. Je vous ferai un retour quand j'aurai fini de le lire. Parce que là, clairement, je peux juste vous dire qu'il est rentré dans ma bibliothèque, mais je ne sais pas si les techniques qui sont décrites à l'intérieur sont vraiment réalistes. De ce que je vois, ça a l'air intéressant et cohérent avec ce que je sais déjà, même comme je sais pas grand chose, voilà, mais ça va me permettre de vraiment progresser dans le domaine de la teinture de laine et on en reparlera certainement pas mal dans les prochains temps. Voilà, je vous prépare des choses, je vous ai dit que je vous préparais des choses mais je vais pas vous faire. Bon, quoi qu'il en soit, du coup cette semaine j'ai passé pas mal de temps à faire des expériences de teinture en l'occurrence, où j'ai un certain nombre de colorants que j'ai déjà chez moi, j'ai des nouveaux colorants qui sont arrivés mais ça je vous montre pas parce que ça n'a aucun intérêt de vous montrer des boîtes de colorants, mais j'ai eu envie de faire des expériences, de dire ok, je prends un morceau de laine, je vais le teindre avec ce colorant là, le suivant je vais le teindre avec un mélange de plusieurs colorants, et ci, et ci, et ci, et ci. Et tout ça pour me faire des espèces de nuanciers. Donc je vous en montre un, j'en ai je ne sais pas combien, parce que j'ai parfois du mal à me rendre compte entre la couleur que je vais créer et que je vais pouvoir mettre sur un papier, et le rendu une fois teint sur la laine, quelle est la différence et aussi quel est l'impact du mélange de telle couleur avec telle couleur. Et parfois c'est totalement improbable. Donc je vais vous montrer un des nuanciers pour l'instant que j'ai fait. Donc ça c'est un des nuanciers. Alors comment je procède, c'est que je prends un mini, je coupe des morceaux de grosso modo l'équivalent d'1 gramme de laine et je vais le teindre dans des petits contenants pour voir quel est le rendu de différentes teintures. Donc, si je prends cet exemple-là, je note à chaque fois quels sont les mélanges que j'ai faits, que je ne vais pas vous montrer bien sûr, parce que je ne veux pas non plus tout vous montrer. Mais toutes ces couleurs ont la même couleur de base, donc le même colorant, ou la même teinture, plutôt le même pigment, qui est celui-ci. Donc je suis partie systématiquement pour tous mes échantillons, toutes mes laines que vous avez ici, sont parties de cette couleur-là, qui est un turquoise. Et alors j'ai voulu à chaque fois, et je fais ça pour toutes mes palettes d'échantillons, c'est je fais un colorant nu, une teinture on va dire avec un pigment seul,
Puis je vais le mélanger, en l'occurrence sur cette plaque-là, je l'ai mélangé à 50% avec ici une autre couleur. En l'occurrence, c'était un pourpre un peu plus intense. Et donc cette couleur-là, en le mélangeant 50-50 avec une autre couleur, est rendue ici. J'ai choisi une troisième couleur, alors parfois j'ai des mélanges complètement improbables, est devenu violet. Celui-ci a renforcé un espèce de bleu plus intense. Je suis passée sur un violet, alors je crois que c'est celui-ci. Je sais plus lequel c'est. Ah non, c'est celui-ci qui est tellement perturbant. Celui-ci, vous ne devinerez jamais avec quoi j'ai mélangé le bleu. J'ai mélangé ça avec un orange. Et donc ça m'a donné un espèce de couleur mousse qui est super intéressant. Donc en fait, voilà, je m'amuse dans ma cuisine à faire des expérimentations de teinture en partant à chaque fois d'un coloris et en le mélangeant. Alors pour l'instant, ici sur ces plaques-là, c'est seulement un qui est mélangé avec l'autre. Mais j'ai d'autres plaques d'autres plaques d'échantillons où j'ai un qui est mélangé avec deux autres couleurs. Et donc ça me donne complètement des nuances différentes. Et donc après, vous pouvez encore jouer avec la profondeur de la couleur, soit plus intense, soit plus pastel. Donc ça donne en fait des possibilités infinies de coloris différents, donc vous pouvez vous retrouver avec des coloris différents. Donc ça, je vous en montre un. L'autre, je ne l'ai pas encore mis sur un papier, mais là c'est pareil. Je vais vous le montrer comme ça, parce qu'il vient de finir de sécher. Ici aussi, je vais essayer de ne pas les mélanger pour me souvenir qu'est-ce que j'ai mélangé avec quoi, hein, parce que je prends des notes, parce que sinon je me perds. Là c'est pareil, donc toutes ces couleurs ont au départ la même couleur que celui-ci. Donc le colorant de base, le pigment de base, il est jaune fluo. Et en mélangeant les couleurs d'ailleurs dans le même ordre que celui-ci, j'obtiens quelque chose de complètement différent. Donc les couleurs que vous voyez sur la fin ont la même deuxième couleur que ici. Et donc je me retrouve avec des marrons, avec des oranges fluo, des verts pommes, des néons. Regardez-moi ça, ces fluo que vous avez ici en vert fluo, orange fluo. Et puis une espèce de mousse plus foncée. Donc là encore, je vais continuer mes plaquettes d'échantillons. J'ai trouvé une autre méthode, mais je vous en montrerai plus tard, pour que j'ai un espèce de nuancier. Et comme ça me permettra de teindre mes écheveaux, des écheveaux, avec les couleurs vraiment que j'envisage dans mon mood board ou sur lequel je me projette, et d'être un petit peu plus précise sur la couleur que je veux vraiment obtenir, être sûr que voilà, cet écheveau-là, je voudrais qu'il soit telle couleur pour la sortir avec telle autre, et ça me permettra vraiment d'avoir la recette exacte de comment j'obtiens cette couleur pour cet écheveau-là. Et je m'éclate à faire ça. Franchement, je trouve ça hyper passionnant. Ce travail des couleurs, vous savez, hein, je vous en ai parlé en début d'année. Alors au fur et à mesure, je vous révèle des petites brides de mon projet de 2024. Je vous ai dit, c'était l'année de la couleur. Voilà, je tricote plus de couleurs sur mes aiguilles. J'emmène des mélanges un peu plus improbables. Je me challenge sur d'autres choses. C'est en fait parce que je fais énormément de tests sur les associations de couleurs qui fonctionnent moins bien, qui permettent de garder une harmonie tout en amenant énormément de couleurs dans les écheveaux. Donc voilà, comme ça vous savez, et ça me permet, je peux peut-être vous montrer ça, non je vous montrerai une prochaine fois, mais voilà, j'ai toute une grosse collection de teintures à la maison qui me permettent de faire des mélanges. J'ai l'impression parfois d'être le petit sorcier, là, Harry Potter à l'école des secrets. Moi c'est Christelle Desmaillés-moi dans ma cuisine et avec mes expérimentations de teinture sur les écheveaux de laine. En tout cas je m'éclate. Et c'est bien l'objectif de s'éclater quand on fait un loisir créatif. Alors je partagerai certainement avec vous la progression de ce projet-là, sans vous dire forcément ce que c'est un petit peu trop tôt, mais de vous expliquer au fur et à mesure vers quoi je vais et qu'est-ce que je vous emmène vers quoi je vous emmène dans les prochains temps. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'y mets tout mon cœur et j'espère vraiment que vous aurez un accueil favorable à ce que je me prépare. Voilà, psychologiquement, ça me fera du bien de savoir que vous serez au rendez-vous. Bon, allez, je vous emmène dans un projet /
expérimentation / réception. Allez, je vous emmène dans autre chose. Alors, le projet suivant dont je vais vous parler et qui a un lien avec une nouvelle acquisition, je suis coiffée comme un... C'est pas très grave. Projet suivant, c'est que je vais vous reparler d'une chaussette que je suis en train de tricoter parce que j'ai un espèce de mojo chaussette qui est revenu entre la semaine dernière et cette semaine, et pour une raison qui n'a rien à voir avec les chaussettes que je suis en train de tricoter, mais disons que ça me libère du temps pour pouvoir tricoter des chaussettes en dentelle. Donc, je vous avais montré la chaussette érable que je tricote selon le patron de Virginie Spitalier, donc Ginny Tricote sur Instagram, et sur lequel j'avais fini ma première chaussette et sur lesquelles je fais moi-même, que je crée moi-même l'autorayant que vous voyez. Enfin, l'autorayant, non, en l'occurrence, les rayures que vous voyez. Donc, il ne s'agit pas d'un autorayant, il s'agit d'une laine neutre sur laquelle je fais des rayures au fur et à mesure avec différents mini que j'ai de Tricot et Stitch ici, Pain Sylvestre, et le marron qui a là, enfin l'écureuil et puis le petit ocre que vous avez en dessous, ce sont 2 mini de chez Laurel Knits, une teinturière qui vient de Finlande. Et donc j'avais démarré tout juste les côtes la dernière fois, donc j'ai pas énormément continué, mais j'en suis rendue, on va dire, à la moitié de la tige. Et donc vous allez me dire, ok, tu nous as déjà montré un truc comme ça, quel est l'intérêt de nous le remontrer maintenant alors que t'as pas beaucoup avancé? Je avance petit à petit, un rang par-ci par-là, mais ça me va bien parce que j'ai monté un nouveau projet. Un nouveau projet de chaussettes. Mais c'était pour la bonne cause, parce que je me suis auto-offert. Ben ouais, en fait, c'est la semaine de mon anniversaire et donc il y a tout qui est en train d'être livré. Hein. Je vous rappelle que le 24 avril, j'aurai 47 ans. Donc, et bien pour mon anniversaire, je me suis offert une machine à tricoter des chaussettes de chez Hawkpeak Knits et qui est arrivée cette semaine, donc j'en suis absolument ravie. Alors il y a une raison pour laquelle je me suis offert cette machine, c'est pour pouvoir tricoter les chaussettes en jersey tout simple. Pour que ça me libère du temps pour pouvoir tricoter à la main des chaussettes plus complexes, en dentelle, en jacquard, et donc pouvoir me faire plaisir sans être frustrée de ne pas pouvoir sustenter, ou je sais pas comment le dire, mais pouvoir satisfaire mes proches, notamment mes hommes, en termes de nombre de chaussettes tricotées. Voilà. Donc je me suis retrouvée en début d'année à tricoter que des chaussettes en jersey tout simple, des chaussettes à la vanille en quantité astronomique, parce que mon mari, mon fils et mon père m'ont demandé un certain nombre de paires de chaussettes. Et j'ai tellement tricoté de ces chaussettes toutes simples à la vanille que je me suis retrouvée limite dégoûtée de tricoter des chaussettes. Et je trouve ça dommage parce que je me rends compte que quand je reprends les chaussettes un peu plus élaborées en termes de patron, j'ai beaucoup plus de plaisir à les tricoter plutôt que de simplement tricoter des tubes en jersey. Du coup, j'ai fait mes expériences cette semaine. J'ai pris des laines. Alors pour l'instant, je ne suis pas passée sur des laines de teinturière parce que je ne veux pas non plus faire des tests avec des laines de teinturière tout de suite. Je le ferai par la suite parce qu'il faut la prendre en main, hein, cette machine. Donc déjà, il a fallu la monter avec le mode d'emploi et puis prendre en main. Donc pour ça, j'avais des laines de chez Bergère de France qui restaient dans mon stash. Ici, on est sur un coloris qui est autorayant. Le coloris s'appelle Gumi, je crois. Oui, c'est ça, Gumi, chêne. Non, pardon. Gumi 50, c'est la base. C'est une base à chaussettes qui fait 75% de laine vierge, 25% de polyamide. Et le coloris ici, c'est chêne. Donc j'ai je crois deux coloris différents de cette base Gumi. Alors c'est pas doux, c'est pas ce que j'aime tricoter énormément. Quand on est habitué à certains types de laine, on a du mal parfois à revenir sur du plus standard. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai fait un premier test. Je vous montre en transparence complète. Mon premier test, alors ce serait peut-être intéressant. Bougez pas, je vais vous chercher parce que je pense que c'est intéressant de comparer par rapport à une chaussette tricotée main. Alors, je suis allée chercher une chaussette tricotée main que j'ai tricotée pour mon mari. Parce que là,
Dans la machine que j'ai acheté 2 cylindres. Le cylindre 56 mailles pour faire des chaussettes pour moi et le cylindre 60 mailles pour faire les chaussettes pour mon mari et pour mes hommes de manière générale. Donc Julia au Picknit, elle nous explique quand même qu'on n'a pas la même tension entre ce qu'on tricote main et ce qu'on tricote machine. Enfin, du moins, on a une tension similaire, mais on n'a pas forcément le même nombre de mailles. Donc normalement, 56 mailles devrait suffire pour mon 64 mailles tricotées main. Et le 60 mailles devrait suffire pour le 72 mailles tricotées main. En tout cas, en théorie. Donc voilà ce que j'ai tricoté pour mon mari en début d'année. Je vous l'avais déjà montré, hein, c'est une laine de moute. C'est pour ça que c'est tout doux. Et je voulais vérifier avec vous quelle était la largeur notamment de mon échantillon. Parce qu'en hauteur, on s'en fiche à la rigueur. Si l'échantillon n'est pas le même que tricoté main, je fais simplement plus de rangs. Par contre, en largeur, je voudrais quand même pas que mes parents, que mon père, que mes hommes se retrouvent serrés ou alors complètement distendus. Donc j'ai fait un premier test avec les réglages, avec le temps d'habitude de la machine. Donc ça a donné ceci. Donc, comme ça vous donne aussi un rendu de ce que peut donner ce type de laine. Et quand je fais le comparatif avec la façon dont moi je tricote main, on n'est pas loin l'une de l'autre hein, quand même. Hein. Celle-ci n'est pas bloquée, mais quand on sera bloqué, on sera sur les mêmes largeurs. Je pense que on sera très bien. Et d'ailleurs, en termes de points, alors j'ai fait différents types de réglages, mais je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer à la caméra. Mais on est assez cohérent hein, sur la taille de points qu'on obtient entre la machine et le reste. Donc je suis assez satisfaite du rendu. Par contre, je vais vous montrer parce que mes premières prises en main, elles étaient un petit peu chaotiques. Hein. Vous voyez, j'ai une maille qui ne s'est pas tricotée, j'ai tout à coup, où est-ce que j'avais fait ça? Alors oui, j'ai dû couper mon fil parce que, ben, voilà, ça a fait ce genre de choses. Vous voyez rien à l'écran. Mais voilà, ça s'est tout emmêlé, ça finit par faire un nœud, le temps que je comprenne pourquoi. Donc quand vous tricotez à la machine, vous avez un poids que vous mettez à l'intérieur et qui doit être suffisamment lourd pour tirer votre ouvrage vers le bas. Et je me suis rendu compte que au bout d'un moment, ben, ce poids n'était plus suffisant pour tirer correctement les mailles vers le bas, ce qui fait que mon fil restait sur l'avant de l'aiguille. Si je vous prends une aiguille, l'aiguille ressemble à ça, sur une machine à tricoter. En fait, elle monte et elle descend. Elle va se fermer, puis s'ouvrir en fonction de comment se met le fil dedans. Et en fait, je vais essayer de tenir comme ça. En fait, ma laine restait sur l'avant du crochet, ce qui fait que de temps en temps, le fil suivant ne pouvait pas rentrer dans l'aiguille. Et donc, ça me faisait sauter des mailles entre... Et sans changer mon coup de manivelle ou quoi que ce soit, simplement, le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de poids, ça ne faisait pas revenir le fil suffisamment loin sur mon aiguille. Et donc, c'est ce qui s'est passé sur cet échantillon. Alors, je m'en suis rendu compte assez rapidement. J'ai tiré dessus pour voir, en mettant un peu plus de tension vers le bas, vers le poids, et ben ça a réglé tout de suite mon problème. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, Christelle, tu es en train de faire des essais. Et je vous montre le résultat de mon deuxième essai. Tac, immédiatement, deuxième essai. Tic, 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 tic. Un grand tube d'une chaussette. Alors, c'est des pelotes de 50 grammes, donc j'ai fait un tube pour une chaussette. Je pense pas que je garderai l'ensemble, mais ça va faire quelque chose dans ce style-là. Grosso modo, hein, un pied, une tige, et puis il me restera un bout, c'est pas grave, je l'utiliserai pour autre chose. Et donc j'ai récupéré d'office maintenant sur mes aiguilles circulaires la partie haute de ce tube et je vais venir tricoter vers le haut les côtes et faire un petit rabat à l'italienne comme j'aime bien pour avoir une belle élasticité. Puis je mesurerai la hauteur de tige pour identifier où est le talon et donc je ferai juste un marquage. Puis la longueur de mon pied et je couperai pour récupérer mes mailles et faire la pointe de l'autre côté. Comme ça, j'aurai une première chaussette à tricoter. Donc en fait, l'avantage de cette machine, que moi j'y vois particulièrement, c'est qu'il me reste que les parties intéressantes.
du moins les parties un peu plus techniques à tricoter. Ça tombe bien, moi c'est les parties que je préfère tricoter, les côtes, le talon. Alors peut-être le talon c'est peut-être la partie que j'aime le moins, mais la pointe, côte et pointe, c'est vraiment quelque chose que j'adore tricoter sur les chaussettes. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc du coup ça me permettra de faire un certain nombre de chaussettes en jersey tout simple, plus rapidement, et donc ça va me permettre de pouvoir offrir à Noël. Vous voyez, on est dans les cadeaux de Noël, hein. Offrir à Noël à mes hommes chacun une boîte de bas. Puisque finalement, sur une paire de chaussettes, si je fais le calcul, il me faut un petit quart d'heure pour faire le tube, et une demi-heure pour faire le tube. Il va me falloir une petite heure pour faire les côtes, une petite heure pour le talon, et maximum 1 heure pour la pointe. Allez, 3h30 pour faire une chaussette, 7 heures pour faire une paire. On est pas mal, 7 heures pour faire une paire, ça veut dire que je suis capable de faire une boîte de bas, une demi-boîte de bas, faut pas non plus exagérer, hein, pour chacun de mes hommes, et ça je m'en réjouis d'avance. Donc je vais dans un premier temps utiliser mes laines industrielles pour vraiment bien me faire la main, et puis après je basculerai sur les laines de teinturière ou les laines que je teins moi, pour pouvoir faire cette collection de chaussettes pour mes hommes. Et ça, je m'en réjouis d'avance parce que ça va aussi m'aider à faire baisser mon stash et à tricoter et à avoir les objets finis qui vont avec les laines que j'ai choisies quand même. C'est quand même incroyable. Donc voilà pour l'acquisition de cette semaine. Enfin, c'est pas des acquisitions laineuses. Je suis raisonnable en ce moment. Forcément, hein, j'ai les salons qui arrivent, donc faut que je sois raisonnable. Mais ça me permettra vraiment de pouvoir me donner un rythme différent et de pouvoir me consacrer aussi soit au tricot plus complexe pour les chaussettes et donc finir mes paires de chaussettes qui sont en attente, ou alors me consacrer plus à mes designs, ou alors tout simplement tricoter plus sur les grosses pièces qui sont vraiment mon envie du moment. Mon mojo tricot actuellement, c'est de tricoter des grandes pièces. D'ailleurs, à propos de grandes pièces, il est temps, je pense, de vous montrer mes avancées sur un autre pull. Alors, je vous en ai parlé la semaine dernière, j'ai démarré un nouveau pull qui s'appelle le pull Cousteau, qui est un modèle de Florence, alias le style knitting sur Ravelry, et qui est une jolie marinière en côte brisée avec une patte de boutonnage sur un des raglans avec des jolis boutons, et j'étais tombée amoureuse de ce modèle. Je vous en ai parlé la semaine dernière, je l'avais tout juste monté sur mes aiguilles, j'avais fait je crois le col et les rangs raccourcis. N'attendez pas un pull terminé. J'ai pas forcément eu énormément de temps de tricot cette semaine parce que j'étais en mode expérimentation comme ce que je vous ai montré tout au début de cet épisode, mais j'ai quand même avancé. Donc c'est un modèle que je tricote dans le cadre d'une espèce de mini-cale, ou c'est même pas un mini-cale, que je le tricote en compagnie, voilà, en compagnie de ma belle-sœur Stella et de Lauriane de la chaîne L'Eau Demoiselle, que vous connaissez certainement et que je vous invite à aller voir si jamais vous ne connaissez pas. Lauriane, elle est toute douce, elle tricote toujours de merveilleux ouvrages et j'aime beaucoup la regarder. C'est mon petit rituel du dimanche matin où je regarde à 10 h, je me mets devant mon écran et je tricote en compagnie de Lauriane. Donc Lauriane, elle fait une version très chaude, très douce. Ma belle-sœur, elle a choisi un rose façon malabar, comme elle disait, hein, puisqu'on a vraiment l'impression que c'est couleur malabar. Et moi, je suis partie sur un neutre. On se refait pas, hein. Je suis partie sur un neutre. Par contre, je suis très contente parce que j'utilise une laine de mon stash qui attendait depuis longtemps d'être tricotée. C'est une laine que j'ai achetée il y a plus de 2 ans, je pense, lors d'un passage à Motoko, et que j'ai acheté chez By Night. Donc Nathalie By Night, qui est une teinturière belge qui teint ses laines de manière naturelle. Donc elle les teint, là en l'occurrence avec du cachou, ou pour le deuxième coloris avec de l'hibiscus. Donc elle a des pigments naturels, pas de produits chimiques là-bas. Et donc ces laines, je les ai prises dans la base Twinkle. Où est-ce que c'est écrit? C'est là, dans la base Twinkle. Twinkle qui est la base retordue de
de Nathalie, donc retordu. En fait, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais le fil il est très tordu sur lui-même. Donc on dit généralement que on est sur une high twist, donc avec beaucoup de torsion. Ça donne un aspect à la laine plus tordu que les autres. Je ne sais pas si vous le verrez à l'écran. Voilà. Vous voyez tous ces petits tortillons, c'est parce que c'est du high twist. Je suis sur une base fingering avec 75% de mérino superwash en l'occurrence cette fois-ci, 15% de nylon et 10% de stélina bronze que vous ne voyez pas à l'écran et qu'on ne voit pas énormément en vrai non plus, mais qui font mon petit bonheur parce que ça brille et que moi j'aime bien quand ça brille. Et donc je voulais me faire un espèce de fond de garde-robe avec une couleur foncée sur la partie haute et les rainures de la marinière un peu plus bas en couleur hibiscus. Hibiscus qui est un beige légèrement rosé. Qui fait un très bon fond. J'avais utilisé les autres écheveaux de mon hibiscus dans mon pull Ferry Bouquette que j'avais tricoté en votre compagnie il y a quelques mois, je pense maintenant, que je mets pas forcément énormément souvent. Allez savoir pourquoi, alors que c'est un de mes pulls favoris, mais ces derniers... Ouais, c'est peut-être parce qu'il fait un peu moins froid aussi, comme c'était un pull avec du mohair. Donc, j'ai démarré... comble du hasard, Lauriane, Stella et moi, on fait toutes les trois la même taille, taille 3. On est parti sur du taille 3. Donc, je tricote ça en aiguille, et je me souviens plus, 3,5 je crois. Oui, c'est ça, 3,5, qui étaient les aiguilles recommandées par Florence, mais moi j'obtenais le bon échantillon, donc il semblerait que j'ai le même échantillon que le Florence. On démarre par un montage en long tail cast on, il me semble, sur la partie haute. Oui, c'est ça, long tail cast on. Et on démarre, alors c'est cool parce que la lumière, vous la voyez bien maintenant. On démarre avec des côtes qui sont des côtes atypiques. Vous voyez, à certains endroits, vous avez des côtes de 2, enfin 2-1. D'autres endroits, vous avez des côtes brisées. Donc par contre, en démarrant le projet, il fallait un peu de concentration. C'est rien de compliqué, c'est des mailles en droit, mailles en vert. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans ce modèle-là. Par contre, le rythme, j'ai eu un petit peu de mal à le retenir parce que vous avez des endroits où vous avez des côtes brisées, des endroits où vous avez des côtes toutes simples, enfin pas des côtes toutes simples, mais plusieurs mailles qui ne changent pas. Et tout ça avec un rythme un peu particulier. Tout simplement parce que Florence, elle nous fait continuer, je vais vous montrer ici, elle nous fait continuer sur le pull ensuite. Vous voyez, là on démarre avec les côtes, et en fait les côtes viennent s'aligner au raglan, qui est un raglan large, qui viendra accueillir par la suite la bande de boutonnage, dont je vous reparle après. Ensuite, vous réalisez un raglan. Donc là, le raglan, vous voyez, il part à droite, puis à gauche. C'est un raglan qui est assez large. Il s'obtient un raglan tout simplement en faisant des diminutions des augmentations de part et d'autre selon un rythme qui est indiqué dans le patron et qui vous permet d'avoir une ligne fixe qui sera toujours celle du raglan et un tissu qui va partir à droite de part et d'autre de ce raglan. Et donc, ce raglan, il est interminable à tricoter. J'en suis rendue à l'avant-dernière ligne de mon raglan. Donc je suis contente parce que après cet épisode, du coup je ne peux pas vous montrer forcément grand chose parce que ça ressemble à rien à cause de mon pull, de mon câble qui n'est pas assez long. Mais sachez que j'en suis arrivée à la fin. Donc ça c'est cool. On voit très bien, je vais vous montrer comme ça, on voit très bien la structure des côtes brisées sur l'avant qui se dessine au fur et à mesure. Donc je suis hyper motivée par ce projet parce que je sais que maintenant j'arrive au point technique. Florence, elle nous a fait laisser un long fil au niveau du montage. Et alors, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça et tout ça. C'est tout simplement que ce long fil, il va nous aider à remonter les mailles qui seront ici pour pouvoir tricoter cette fameuse patte de boutonnage rapportée. Et ça, j'ai regardé le patron, on va le faire avant de séparer les manches du corps. Et j'en suis ravie. Je ne sais pas encore exactement comment ce sera fait, mais je sais que c'est la prochaine étape. Donc il me tarde maintenant
de tricoter ce dernier rang de raglan, enfin ces 2 derniers rangs de raglan en l'occurrence, pour pouvoir m'attaquer à un point technique ce week-end. Puisque on est vendredi, vous avez l'habitude, vendredi, fin de journée, j'enregistre mon podcast que vous aurez dimanche matin. Donc j'en suis ravie de ce modèle, j'espère qu'il me va bien, je pense qu'il me va très bien. J'ai les anses recommandées dans le patron, j'ai tout, et alors ce sera vraiment un fond de garde-robe, un fond, on va dire un basique, qui me permettra de porter des foulards ou des châles bien colorés par-dessus. Parce que vous ne pouvez pas avoir un pull hyper coloré avec un châle hyper coloré, ça devient compliqué à sortir. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, mais moi j'ai du mal à sortir quelque chose qui est hyper coloré avec quelque chose qui est hyper coloré, sauf si c'est dans les mêmes tons. Voilà. Mais sinon j'ai un peu de mal, forcément. On se refait pas, hein. C'est comme ça. Donc voilà, là je suis contente, fond de garde-robe, fond basique, on est sur une épaisseur fingering, donc c'est un pull de demi-saison, donc ça me plaît bien aussi, c'est ce que je porte le plus. En fait, ce que je porte le plus, ce sont des t-shirts avec des gilets chauds, ou alors en fingering, et des pulls en fingering, c'est ce que je porte vraiment beaucoup au quotidien. Donc ce qui me plaît aussi, c'est que quand j'aurai fini de faire cette panne de boutonnage et que je vais séparer manche-corps, c'est à ce moment-là, je crois qu'il y a un petit peu de tricot en rond en côte brisée, mais vont arriver après les rayures sur le bas du corps. Et vous savez que quand on tricote un pull et qu'on arrive sur la partie du corps, la partie du bas, là, c'est toujours la partie qui est interminable parce que c'est long, les tours sont quand même assez grands et puis il y a quand même beaucoup de centimètres à tricoter. Et là, je suis motivée parce que je sais que l'effet des rayures va me motiver à tricoter. Voilà, c'est toujours je sais que j'ai tant et tant de rangs à faire et puis après je passe à une autre couleur. Et je trouve que tricoter les rayures, il n'y a rien de plus motivant que ça. Donc voilà. Pour ma petite avancée, hein, j'ai pas avancé autant que je voulais, mais mon avancée sur mon pull Cousteau de cette semaine, j'espère pouvoir vous en montrer plus la semaine prochaine. Donc voilà pour tout ça. Après, je sais pas encore ce que je vais vous montrer ensuite. Il faut que je réfléchisse et je sais même pas encore si je vous montre quelque chose ou pas. Faut que je regarde si ma vidéo est pas trop courte quand même pour vous. Il est possible qu'elle soit plus courte cette semaine. Est-ce que je fais une vidéo plus courte? Je crois que oui. En fait, je vais faire une vidéo plus courte et je vais m'arrêter là. Comme ça, la semaine prochaine, je pourrais vous montrer une avalanche de projets ultra avancés et ultra terminés. Puisque je voulais vous montrer mon Westerby qui est fini. Mais je vous le montrerai la semaine prochaine. Donc, pour cette semaine, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça vous fait un épisode plus court que d'habitude. Bon c'est pas très grave non plus, certainement que vous êtes en vacances, mais ça me permettra de revenir avec beaucoup plus de contenu la semaine prochaine et de vous montrer plein de choses qui, je l'espère, vous inspireront ou pas. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée créative. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. Trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today.